Eh ben, bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est, je dois dire, hyper impressionnant de vous voir comme ça. Et c'est le public de Fleurance qui, je crois, est vraiment un public unique. Donc un grand merci à vous et un grand merci à Bruno Monflier pour l'invitation et la proposition qu'on vienne présenter un peu notre livre ici. Et c'est vrai que du coup, on a essayé de faire une petite conférence sur mesure. Alors pour ma part, c'est pas mon exercice où je suis le plus à l'aise, la conférence. C'est que la deuxième fois que j'en donne une de ma vie, mais Avner prendra le relais si j'ai des petites défaillances. Ou dans les moments où on a décidé de se passer la parole aussi. Voilà. D'où vient d'abord ce livre? Peut-être quand même un petit peu avant de commencer. Alors, je ne suis pas mathématicien, mais comme l'a dit Bruno, j'ai effectivement côtoyé des mathématiciens au prestigieux Institut Henri Poincaré à Paris, qui était dirigé par Cédric Villani à l'époque. Et comme le disait Cédric, c'est une auberge espagnole des maths. C'est-à-dire que ce n'est pas un laboratoire vraiment où les mathématiciens font leurs recherches au quotidien, mais ils y viennent pour se rencontrer. Parce que les mathématiques, c'est une communauté de mathématiciennes et de mathématiciens. Et de les côtoyer, comme ça, j'ai découvert un peu l'envers des mathématiques, avec des histoires vraiment étonnantes sur l'histoire des mathématiques, mais aussi sur le fonctionnement des mathématiques. Et on a commencé à faire des films avec Cédric, qui m'ont aussi fait plonger un peu dans l'intimité des maths et de comment elles sont faites. Et je me disais, mais il y a tellement d'histoires à raconter que peut-être un jour, on pourra les raconter dans un livre ou quelque chose, au-delà des films. Et puis, j'ai été contacté par les éditions EPA, Hachette, Laurence Lehoux, notre éditrice, qui cherchait à faire un livre illustré sur les maths. Alors, c'est une éditrice qui fait des livres d'habitude sur le cinéma, la cuisine, ou juste avant, elle avait sorti un livre sur les poules. Donc les mathématiques lui faisaient un petit peu peur, et comme c'est une éditrice qui a de la bouteille, elle s'était dit, illustrer les maths, je vais galérer un petit peu. Ce n'est pas une discipline, contrairement à l'astronomie, qui est à la quête des images. Donc, elle est venue me chercher en me disant, toi qui fais des films, tu as peut-être réfléchi aux images. Je lui dis, oui, c'est un peu le défi. Et donc, on a commencé à réfléchir à faire un livre ensemble. Et ensuite, nous avons rencontré... j'ai discuté un petit peu dans le milieu pour savoir avec qui m'associer, parce qu'il était hors de question que je me lance dans des équations, évidemment. Et une journaliste qui s'appelle Azar Kalatbari, qui travaillait au magazine Science et Avenir, m'a dit tout de suite, c'est une super idée de parler des mathématiques dans un livre illustré, il faut que tu contactes Avner Barren. Et Avner est arrivé sur le projet. Et il n'avait pas envie de faire de livre. Voilà, donc quand Hazard m'a dit, je vais te présenter un ami, il a envie de faire un livre, j'ai dit c'est très bien, mais moi ça ne m'intéresse pas, mais bon, comme c'est un ami à toi et que je t'aime bien, on va aller prendre un verre et ça va être sympa. C'était une erreur. Voilà, c'était un petit moyen, je vous ai raconté ça parce que c'était un petit moyen de citer Azar Kalatbari, qui nous a malheureusement quittés cette année, et qui était quelqu'un de très important pour nous, mais peut-être aussi pour vous, parce que c'était une des rédactrices les plus représentatives, disons, du magazine Science et Avenir, et qui écrivait des articles vraiment magnifiques sur la physique et l'astrophysique, et qui mettait des mots comme personne sur ces sciences. Voilà. Donc nous l'avons cité. Vas-y. Alors, allons un petit peu à nos moutons. Astronomie et mathématiques. Alors, on a mis cette petite image pour commencer. Ça vient d'un film. Alors, il y a un certain Roland Lehoucq dans la salle qui doit parfaitement savoir de quel film ça vient. Ça vient de Seul sur Mars. Alors oui, je ne vous ai pas dit, mais comme moi je suis plutôt dans le monde des films, évidemment, il y aura quelques extraits. Donc restez. Mais on l'a trouvée marrante parce que ça commençait tout de suite à montrer la supériorité des maths sur l'astronomie, ce qui est ce qu'on va essayer de vous montrer. Non, je rigole. Mais il n'empêche que dans ce film, c'est quand même le matheux qui sauve l'astronaute, qui sauve Mark Watney grâce à ses calculs. Donc je trouvais marrant de faire une petite référence comme ça juste pour commencer. Et c'est un film qui est assez moderne parce que, au-delà du tableau noir, il présente aussi le mathématicien un peu plus contemporain. Parce que les maths aujourd'hui, bien sûr le tableau noir existe toujours et ça reste un médium très utilisé pour la transmission notamment, mais ce genre de supercalculateurs, on les utilise beaucoup, notamment en astronomie. Et Avner vous en dira un peu plus tout à l'heure. Un petit détour par Dingue de maths. Alors Dingue de maths est divisé en 4 parties. Notre but était de montrer comment les mathématiques étaient une science vivante, une science active,
Et donc, on a utilisé 4 verbes pour catégoriser différentes notions mathématiques. Dénombrer, prévoir, coder, créer. Avec l'idée que certains de ces mots ne sont pas forcément des mots qu'on associe souvent aux mathématiques. Et c'est ça l'idée de ce livre, Dingue de maths. C'est aujourd'hui, je crois que le message est assez bien passé, que les mathématiques sont partout dans le monde. Ça, tout le monde le dit. Puis après, quand on dit « mais où ?» ben là, des fois, on manque un peu d'exemples. Donc là, c'est 352 pages d'exemples, absolument pas exhaustifs. On est d'accord ? Tout à fait. Complètement subjectifs. Voilà, on a parlé des choses qui nous intéressaient. Chaque partie est divisée un peu de la même façon, c'est assez mathématique dans l'organisation. Donc, vous avez dans chaque partie des chapitres qui présentent des notions de maths qui sont qu'on retrouve dans la vie quotidienne. Vous avez dans chaque partie un focus qui s'intéresse particulièrement aux images liées aux maths. Et c'est là justement qu'on a un focus sur prévoir le ciel avec les éphémérides. Et c'est un petit peu sur ce chapitre-là dont on va parler aujourd'hui. Et il y a même des choses dont on va vous parler qui ne sont pas dans le livre. On a dans chaque partie un portrait historique qui raconte une histoire. Donc ça, c'est plutôt ma partie, on va dire, où je raconte des histoires humaines, des aventures humaines autour des mathématiques. On a aussi 4 portraits. Ça, c'était un souhait qu'on avait avec Avner de présenter des mathématiciennes et des mathématiciens en action. Alors, un tout petit mot sur eux. On a Étienne Gis, Lynn Billard, Gérard Berry et Marie-Paul Cany, chacun dans leur discipline. Donc, on est plutôt dans la théorie des nombres, dans les statistiques, dans l'informatique et ensuite dans les liens entre mathématiques et art. Et j'aime bien, Avner me pardonnera de passer 30 secondes sur Lynn Billard, que j'aime beaucoup, qui est une statisticienne américaine, australienne, qui travaille aux États-Unis et qui a en fait été la première femme à travailler sur les statistiques de l'épidémie de sida au début des années 80, une épidémie qu'on comprenait très mal. Et grâce à des outils mathématiques, comme elle l'explique dans le livre, extrêmement simples, elle a montré que ça ferait un fil rouge, hein, quand même. Oui, voilà. Mais je veux dire, ce qu'elle expliquait, c'est qu'elle n'a rien inventé. Elle n'a pas un prix Nobel pour ça, mais elle a utilisé des outils mathématiques qui lui ont montré très rapidement que le délai d'incubation de la maladie n'était pas de 1 ou 2 ans, comme on le pensait à l'époque, mais de 10 ans. Et que donc, et tout ça avec des données parcellaires, des données masquées, enfin voilà, c'est très bien expliqué, elle l'explique très bien dans son interview, et que donc l'épidémie ne concernait pas potentiellement des centaines de milliers de personnes qui étaient infectées sans le savoir, mais plutôt des millions. Et c'est là qu'on voit comment les maths ont un impact dans nos vies. Là, il s'agissait carrément de vie ou de mort, comme elle le disait elle-même. Alors, il y a peut-être un truc que vous avez remarqué dans ce que je vous ai raconté là. Ça, c'est les petites remarques de notre éditrice. Pas de Pythagore, pas de nombre d'or, pas de suite de Fibonacci. Et alors, avec Avner, je ne sais pas si tu veux en dire un mot tout de suite, mais on s'est assez vite rendu compte qu'elle avait une idée des mathématiques qui n'était pas du tout ce que nous, on avait comme idée des maths. Et on s'est rendu compte que les maths, voilà, c'était quelque chose que les gens qui n'en font pas tous les jours, ils avaient une idée assez quand même précise de ce que pouvaient être des maths, et que souvent, ça ne correspondait pas du tout. Et donc, elle était vraiment gênée qu'on ne propose pas ça à ses lecteurs, et nous, on a essayé de lui expliquer, mais il y a déjà des livres qui racontent ça. Avner a un t-shirt Pi, justement, un truc qu'elle nous demandait aussi de mettre dans le livre. Mais nous, ce qu'on a préféré montrer, c'est vraiment les maths en action. Autre chose intéressante, et comme l'a dit Bruno tout à l'heure, Avner a fait des chapitres sur les statistiques ou les probas. Et là, on avait carrément la remarque, mais ça, c'est pas des maths. Avner, un petit commentaire. Oui, ça a été, disons qu'on a passé un long moment à se mettre d'accord, et ça a été assez pénible. Et il faut remercier Quentin pour ses qualités de diplomate, parce que plusieurs fois, moi, j'ai failli lâcher le projet. Parce que ce qui nous intéressait, c'est, bon, les maths, on aime ça, etc., mais c'est surtout la vision que ça donnait du quotidien. C'est-à-dire comment on pouvait éclairer des notions de tous les jours sur les maths. Et je pense que quelque part, il y avait un côté comment briller en société en ayant enfin compris la physique quantique. D'accord ? Donc il fallait quelque chose qui, en 10 000 signes, donc 10 000 signes, ça fait à peu près 4-5 pages, ça soit accessible d'un collégien à la recherche actuelle. C'était ça sa demande, d'accord ? Et dans le premier texte où je parlais d'une droite affine, il fallait faire, selon elle, un encart pour expliquer ce qu'était une droite affine, donc on était mal barré. Donc à la fin, on a fait ce qu'on avait envie, il faut être très clair. Et à un moment, on a arrêté d'écouter ce qu'elle nous disait, à peu près, hein, et c'était beaucoup mieux, beaucoup mieux. En tout cas pour nous.
Non, mais en vrai, c'était un petit peu un gimmick entre nous, mais notre éditrice était vraiment très compréhensive. Mais c'est vrai que ses premières réactions étaient très surprenantes. Mais nous disait beaucoup sur effectivement la relation du lecteur, qui n'est pas forcément mathématicien. Une dernière petite blague que vous serez les seuls à avoir, juste à Florence, dans les ouvertures de chapitres, le numéro 3, c'est codé. Et derrière ces petits symboles, il y a un petit message codé. Et dans le livre, si vous lisez, on parle de comment les mathématiques permettent de décoder, décrypter. Et vous pourrez décrypter ce message, et il y a une petite surprise. Alors, ce qui est marrant, c'est que les graphistes ne mettaient jamais les symboles comme on voulait qu'ils les mettent. Parce qu'ils nous répondaient, mais c'est moche. Et nous, on leur disait, bah oui, mais si vous changez... Alors, par exemple, les petits underscores, petit indice, normalement, c'est des espaces. Mais c'était moche, ça faisait des trous. Donc, on s'est mis d'accord sur... Parce qu'au début, ils avaient mis des esperluettes, des trucs pour remplir les trous. Et on lui dit, mais non, mais bon. Oui. Donc, ça nous a aussi montré qu'il y avait une différence sur la question de l'esthétique. Qu'est-ce qui est beau en maths? Et on a compris que chez notre éditrice, et peut-être aussi chez le lecteur, il n'y a pas forcément la notion du beau, de la compréhension. Parce que pour nous, ça, c'est très beau, une fois qu'on le comprend. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'images dans le livre qu'on a choisies et que souvent l'éditrice ne voulait pas mettre, parce qu'elle les trouvait pas belles. Notamment, on a Brigitte Zanda, la spécialiste des météorites, dans la salle, qui nous avait envoyé des magnifiques images de fripons. Malheureusement, c'est pixelisé, donc ça n'allait pas. Voilà, on a finalement réussi à parler quand même de fripons dans le livre d'une autre manière. Mais c'est vrai que on espère qu'avec ce livre, on a quand même mis des images de ce type-là, on donne accès à la beauté de la compréhension. Alors, je vais quand même tempérer le propos de Quentin, parce qu'il a refusé une quantité d'images que je lui ai proposées absolument énorme, que moi je trouvais très pédagogique, mais lui très laid. Et il n'est pas toujours tort, quoi. C'est la seule qui a vraiment trouvé jolie, on n'a jamais eu les droits, donc... Ouais. Moi j'ai fait l'effort de mettre une chemise, tu vois. Alors, oui voilà, donc ça c'est le petit message codé. Alors, ça c'est effectivement une image à laquelle Avner tenait beaucoup, qui n'a pas été mise dans le livre également pour des raisons de droit, mais tu peux peut-être en dire quelques mots. C'est aussi une image qui illustre la beauté de la compréhension en maths. Alors, ça c'est une image qui est intéressante, c'est ce qu'on appelle un sangaku. Tu veux le truc? C'est ce qu'on a... oui, je n'ai pas vraiment besoin. Peut-être un sangaku, donc c'est... en gros, c'est des étudiants japonais mettaient ça dans les temples quand ils avaient réussi des examens. Donc, une sorte d'ex-voto. Donc, c'est assez intéressant. Ça a beaucoup disparu, mais on en a encore quelques centaines. Et en général, c'est des problèmes dont on a la solution, mais pas l'énoncé. Donc ça, c'est le contraire. D'habitude, on a des problèmes, mais on ne connaît pas la solution, ou on cherche la solution. Là, on a la solution, mais on ne cherche pas le problème. Alors, ce qu'on peut supposer là-dedans, si je fais, voilà, ce qu'on cherche, c'est les surfaces de ces cercles bleus. Et ça, c'est un problème qui est connu, qui a été posé par Descartes. Donc, on ne pense pas qu'il y ait beaucoup de connexions entre Descartes et le Japon, surtout sur cette époque-là. Donc, ce qui est joli dans cette image, outre que visuellement je la trouve jolie, c'est qu'elle représente un problème géométrique qu'on a étudié de manière complètement indépendante, dans des cultures complètement différentes. On cite toujours le théorème de Pythagore qu'on voit dans des cultures différentes, mais il y a plein d'autres questions géométriques qu'on retrouve dans des endroits très différents. Je te rends la parole pour le moment. Merci. Alors, on va revenir à l'astro. Vous voyez, on arrive à faire notre pub en parlant d'astro, du teasing. Voilà. Alors ça, c'est le petit moment Instagram, le petit slide Instagram, si vous voulez Instagrammer. Le but de cette conférence, c'est de passer de ça à ça. C'est Quentin. Voilà. Alors, on va commencer... Ah oui, petite annonce, il n'y aura pas d'équation quasiment dans cette conférence, sauf une. Et alors la blague, c'est qu'on s'est rendu compte que c'est moi qui la présente, et pas Avner. C'est juste une division, donc je devrais y arriver. Alors Pierre Thomas, géologue célèbre ici, dirait que c'est du niveau maths sup maintenant, mais bon, moi en 4e, je l'ai fait, la fraction, je devrais y arriver. On va commencer par aller voir un personnage du passé qui est présent dans le livre, qui est Srinivasa Ramanujan. C'est une des histoires les plus romantiques de l'histoire des maths. Ramanujan, c'était un Indien qui est né au début du XXe siècle, et qui, alors les débuts de sa vie sont plus ou moins documentés, mais il développait visiblement une vraie passion pour les mathématiques, et notamment tout ce qui est théorie des nombres. Et il écrivait des carnets, assez novateurs visiblement, mais bon, il était en Inde, il ne connaissait pas vraiment de mathématiciens, mais heureusement il a quand même eu un prof, et il avait quand même, comme l'Inde était une colonie britannique, il a quand même eu le réflexe d'écrire à Cambridge.
C'est resté lettre morte une fois, deux fois. Et puis, la troisième fois, il y a un mathématicien, Hardy. Hardy, il était un mathématicien Hardy, mais il s'appelait aussi Hardy avec un Y. Pourtant, un mathématicien un peu austère, très théorie des nombres, très british, président du club de cricket qui s'appelle The Mathematicals. Enfin voilà, on est bien dans le salon moquette de Cambridge. Et il tombe sur le courrier et il se dit soit c'est n'importe quoi, soit c'est un génie. Donc il le fait venir. Et ce qui m'a intéressé moi dans cette histoire, alors il y a énormément de choses à dire sur les deux personnages, mais c'est qu'il va y avoir à la fois, il y a quelque chose de amour-haine qui va se mettre en place entre les deux, et notamment entre Ramanujan et la culture britannique. Et moi, ce que ça m'a montré, cette histoire, c'est que les maths n'ont rien d'universel, contrairement à ce que tous les journalistes aiment raconter. Pardon, il y a un journaliste dans la salle, mais bon. Voilà, c'est vrai que les mathématiques, on a tendance à dire c'est le langage universel, ils se comprennent tous d'un bout à l'autre de la planète, c'est le langage dans lequel les lois de l'univers ont été écrites d'après Galilée. Mais ce qu'on voit là-dedans, c'est que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et pour illustrer, je vous avais promis des extraits de films. Petit extrait d'un film réalisé en 2016, L'homme qui défiait l'infini, avec deux comédiens britanniques de grand talent, l'un qui interprète Ramanujan et l'autre qui interprète Thomas Hardy. Why do you think they want us to fail? Because I'm Indian. Well, yep, there is that. But also because of what we represent. Now, Euler and Jacobi, who were they? Mathematicians. Just names to you. Euler was the most productive mathematician of the 18th century. Most of his work done after he was blind. Jacobi, like you, was snatched from obscurity and was almost as impressive as Euler. Now, I think you are in their class. What they had in common, what I see in you, is a love of form. It's all through your notebooks. Let me ask you something. Why do you do it, any of this? Because I have to. I see it. Like Euler. Form for its own sake. An art unto itself. And like all art, it reflects truth. It's the only truth I know. It's my church. And you, just as Mozart could hear an entire symphony in his head, you dance with numbers to infinity. But this dance, this art, does little to endear us to certain factions who see us as mere conjurers. So if we are going to challenge areas of mathematics that are so well trod, we cannot afford to be wrong. I need you to attend your lectures, don't offend your professors, and keep doing your proofs. Otherwise, this experiment of ours will be doomed to failure. Bon, il passe pas un super moment avec son prof là, mais ce qu'ils disent en fait, si on regarde le sous-texte, c'est ça qu'ils se disent. Alors ils sont quand même tous les deux d'accord sur le fait que c'est des maths qu'ils font, ce qui est déjà pas mal, mais visiblement ils n'ont pas du tout la même manière de les aborder. Et ce que Hardy essaie de lui faire comprendre, c'est qu'il y a une importance, en tout cas dans les mathématiques telles qu'elles sont faites en Europe, c'est la preuve, la notion de preuve. Ramanujan, il arrivait avec des équations qui visiblement fonctionnaient, qui lui donnaient des décimales de pi jusqu'à la 15e, jusqu'à plus loin, mais il ne pouvait pas prouver pourquoi ça fonctionnait, et donc il ne pouvait pas prouver que ça fonctionnerait dans tous les cas. Et c'est effectivement quelque chose qui est spécifique aux mathématiques, c'est d'avoir cet amour de la vérité, et je trouve que le film le montre bien. Avner avait un commentaire en plus. Je vais faire deux petits commentaires, si je peux me permettre, sur cet extrait. Si c'était un langage universel, on n'aurait pas besoin de tableau. Et on ne sait pas faire de maths sans tableau. Je veux dire, les salles de moi. C'est toujours une frustration quand on va faire un cours dans une salle qui n'est pas faite pour les maths, parce que c'est toujours des petits tableaux où on n'arrive rien à écrire. Donc ça, c'est un vrai souci. Donc la nécessité de communiquer et l'universalité du tableau pour communiquer, c'est une chose importante. La deuxième chose que je voudrais dire, si je peux prendre 2 secondes, c'est le côté extrêmement démocratique des maths. J'insiste là-dessus parce que si vous êtes, par exemple, je ne sais pas moi, dans un cours où on vous dit le marxisme est une erreur de l'histoire, bon, vous en pensez ce que vous voulez, mais si le mandarin dit ça, c'est dur d'aller contre, c'est une sorte de vérité. Alors que quand vous faites des maths, l'étudiant peut vous dire prouve-moi ce qu'il y a. Et donc il y a un moment, il y a une épreuve de vérité qui n'existe pas dans toutes les disciplines, voilà, et personnellement, auquel je suis assez attaché. Et cet extrait montre aussi qu'il y a une question de qui est mathématicien là dans l'affaire.
Et visiblement, Ramanujan n'est pas du tout considéré comme un mathématicien, et il le sera très peu en fait sur sa période de Cambridge, qui va très mal vivre. Il va en plus tomber malade, et quand il va rentrer en Inde, il va malheureusement décéder à peine 30 ans. Ça a été vraiment, il y a eu un choc des cultures. Et nous, ça nous a questionné avec Avner aussi sur qu'est-ce que c'est qu'un mathématicien, et qu'est-ce que c'est du coup aussi qu'un astronome, et pourquoi est-ce qu'il faut catégoriser comme ça les choses. Et là, je te laisse la main. Alors, hop. Donc, si on pense aux mathématiques, souvent on pense aux Grecs. Et à l'époque grecque, ce qu'on appelait des maths n'a absolument rien à voir avec ce qu'on appelle aujourd'hui des maths. Évidemment, parce qu'il y a de l'aspect technique, mais pour Pythagore, la musique, c'est des maths. C'est l'art d'entendre les nombres. Donc, si aujourd'hui on demandait à un musicien s'il se sentait mathématicien, je ne pense pas qu'une majorité répondrait ça. De même, l'astronomie, puisqu'on est quand même ici pour parler de ça, était des maths à l'époque, et personne ne se serait posé la question à l'époque de Pythagore de séparer les deux comment dire, disciplines. Donc tout ça pour dire que ces divisions, bon, il y a des gens qui font de l'histoire des sciences, qui le font largement mieux que je pourrais vous le faire, mais concrètement, c'est une notion qui a été extrêmement floue suivant les époques. C'est l'extrait de... Ah oui. Alors, non seulement je voudrais dire ça, on va discuter de est-ce que c'est utile ou pas, mais dans le livre, ce que, en général, Quentin dit, mais qu'il n'a pas dit ce coup-ci, c'est que tant dans les personnages historiques que dans les personnages vivants, parce qu'on voulait montrer que les maths étaient une discipline vivante avec des gens des vraies personnes, etc., il y a une question de genre qui est toujours présente, d'accord, et les réformes actuelles ont quand même laminé 20 années d'efforts pour essayer de faire venir les femmes au niveau des maths. Et donc, on a été extrêmement précautionneux sur essayer d'avoir un équilibre des genres, et sur les personnages historiques, et sur les exemples qu'on prenait, et sur les interviews. Alors, justement, sur le fait de savoir ce qu'est des maths ou pas, et du genre, on a retrouvé cet extrait Des expériences menées en psychologie sociale apportent un éclairage intéressant sur cette question. Par exemple, des chercheurs de l'université de Provence ont fait passer un test à des écoliers et des écolières. Alors, ils leur ont montré une figure géométrique assez compliquée en leur expliquant qu'ils allaient devoir la reproduire de mémoire à main levée. Lorsque l'on dit aux enfants qu'il s'agit d'un exercice de géométrie, les filles réussissent moins bien que les garçons. Mais lorsque l'on présente l'exercice comme une épreuve de dessin, eh bien les filles obtiennent des résultats meilleurs que les garçons, alors que le test est rigoureusement le même dans les deux cas. Autrement dit, la seule évocation de la géométrie, référence directe aux mathématiques, constitue un obstacle pour les filles. Tout se passe comme si très tôt les filles intégraient cette idée reçue selon laquelle elles seraient moins bonnes en mathématiques au point qu'elles perdent leurs moyens devant une épreuve. Alors, pour dire quand même que les matheux ne sont pas indépendants de leur époque, sur des noms de théorèmes sexistes, je pourrais vous en citer plein. Parcoursup, puisqu'on a parlé de l'école, par exemple, c'est le lemme des mariages heureux, dont le sous-titre officiel de l'époque était « Les hommes proposent, les femmes disposent ». Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on le nommerait comme ça, ou voilà, on a les dames de secrétaire ou ce genre de choses. Donc les maths ne sont pas indépendantes de leur histoire, et ça nécessite quand même d'être un peu précautionneux par rapport à ça. Pour revenir à la question de qui est un matheux, pas un matheux, est-ce qu'un logicien c'est un matheux, est-ce qu'un statisticien c'est un matheux, est-ce qu'un probabiliste c'est un matheux, ça l'a été à partir de quand, etc. On peut avoir grande discussion. Il y a eu beaucoup de discussions dans la communauté statistique sur qui était un statisticien. Alors pourquoi? Pour des questions d'argent. Je vais tout de suite spoiler la raison. Parce que concrètement, les gens du privé voulaient avoir une accréditation statisticien qui leur permettait de vendre une compétence en tant que telle, alors que les universitaires disaient « mais c'est nous qui le faisons ». Alors, dans la communauté statistique, c'est Jérôme Pérez tout à l'heure qui parlait des probas comme étant les joueurs de cartes et les assureurs. Donc, les actuaires, qui sont des gens qui travaillent sur l'assurance, c'est un métier réglementé. C'est un métier réglementé parce qu'on calcule en gros ce qu'on appelle des rentes viagères, en gros combien on va donner d'argent en fonction de votre espérance de vie sur des achats à terme. Donc là, il y a une notion de quelque chose qui doit être signé par quelqu'un qui s'appelle un actuaire, comme quand vous allez
à la pharmacie, il y a un certain nombre de médicaments qui doivent être prescrits par quelqu'un qui s'appelle un médecin. Et quand vous faites construire une maison un peu grande, il faut que ça soit quelqu'un qui s'appelle un architecte, reconnu comme tel par la profession, l'État ou ce que vous voulez. D'accord ? Donc il y a eu des débats sur qui était statisticien ou pas statisticien. Je dirais c'est comme sur mathématicien et pas mathématicien. Ma perception personnelle, donc je veux dire c'est tout à fait contestable, c'est que tant qu'il n'y a pas besoin d'un papier qui est signé par quelqu'un qui s'appelle un mathématicien, il n'y a aucune raison de se casser les pieds à savoir qui est mathématicien ou pas. Vous avez envie de vous définir comme mathématicien, très bien. Vous avez envie de vous définir comme non mathématicien, très bien aussi. Et quelque part, je ne crois pas que ça apporte grand-chose au débat de savoir qui est matheux ou pas, mais ça occupe beaucoup de discussions. Savoir est-ce que les logiciens sont des informaticiens ou des matheux, est-ce que les statisticiens le sont ou pas. Et à mon avis, on perd plus d'énergie qu'on en gagne à ça. Je crois qu'il y a un peu le même débat entre astronomes et astrophysiciens, mais on ne va pas lancer ce débat-là maintenant. Alors on va faire un petit zoom sur un des focus du livre, celui qui était sur les éphémérides. Alors les éphémérides, grossièrement, c'est prévoir la position des astres dans le ciel à l'avance. Et des plongeurs, au début du XXe siècle, ça fait beaucoup plaisir à Havner parce que c'est un grand plongeur, mais là c'était des plongeurs un peu rudimentaires qui allaient chercher des éponges dans un scaphandre. Ils sont tombés sur un navire donc à Anticythère, qui est une île grecque, en face de l'île de Cythère, c'est pour ça qu'elle s'appelle Anticythère, et ils ont tombé sur une épave romaine, qui est datée aujourd'hui, alors c'est pas totalement clair, mais elle est datée en gros un siècle avant Jésus-Christ. Et cette machine a beaucoup surpris les archéologues parce qu'elle est faite, comme vous le voyez ici, ça c'est un petit morceau de la machine, d'un engrenage, et de plusieurs engrenages, avec des dents. Et ça surprenait un peu en termes de technologie d'époque. Et puis, elle était très compliquée à déchiffrer. Alors, heureusement, il y avait un manuel. On a compris après qu'il y avait un manuel inscrit sur la machine. Manque de bol, on n'a que des morceaux de la machine, donc on n'a que des morceaux du manuel. Mais il y a des équipes de scientifiques qui travaillent depuis le début du siècle, depuis que cette machine a été découverte. Il y a eu des expéditions. Après, le commandant Cousteau a fait des expéditions qui ont été très décriées parce qu'apparemment, il a un peu tout bousillé au passage. Enfin bon. Mais il y a des petits morceaux qui ont été récupérés et qui ont été un peu salvateurs. Et j'aime beaucoup cette machine parce que déjà, elle fait penser un petit peu aux machines mathématiques qui vont être inventées des siècles plus tard, comme la Pascaline, des choses qu'on peut trouver au CNAM à Paris notamment. Il y a tout un chapitre du livre là-dessus, sur la mécanisation du calcul. Donc c'est vraiment le début de la mécanisation du calcul. Et il est appliqué à l'astronomie. Voilà, un premier mariage des disciplines. Et donc, je vais tout d'abord... Voilà, alors ça, c'est à quoi devait, a priori, ressembler la machine. Avec, à l'avant, vous voyez, toutes les petites planètes et le Soleil qui tournaient. Donc vous tourniez la manivelle, et puis vous aviez la position des planètes qui évoluait comme ça, en fonction du temps. Et même, alors ce qui est magnifique, c'est qu'on pense qu'il y avait une petite lune qui tournait sur elle-même et qui donnait les phases de lune. Donc par exemple, si Bruno Monflier, le président, avait une machine comme ça, il pourrait prévoir le festival Les Nuits sans lune. Parce qu'en ce moment, il y a un peu trop de lune. Donc voilà, on pourrait peut-être essayer de lui en offrir une. Et alors, mais vous voyez, le truc qui est incroyable, c'est ça, quoi. Je veux dire, il y a des horloges. Moi, je suis franc-comtois, donc les horloges, on connaît. Des horloges avec des mécanismes comme ça, c'est quand même impressionnant pour l'époque. Et vous avez vu le nombre de dents qu'il y a. Alors, si vous avez déjà essayé de diviser un cercle en 250, par exemple, pour faire 250 dents précises et tout qui tournent. Donc, ça a impressionné les archéologues et ça a défié un petit peu la compréhension pendant plusieurs décennies. Et encore aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Je vais vous passer un petit extrait de film, comme je vous en ai promis, des films, un petit extrait d'un documentaire qui montre un tout petit peu comment ils ont travaillé autour de la machine. Les plongeurs s'aperçoivent bientôt que le fond de l'eau est jonché de fragments de statues de bronze et de marbre. Tout à fait par hasard, ils sont tombés sur un trésor unique en son genre. Mais au milieu des sculptures et des ouvrages de verre précieux,
il ramasse un objet étrange qui s'avérera inestimable. Cet article se compose de plusieurs fragments de bronze corrodés par l'eau de mer. Le mathématicien Tony Freeth coordonne les travaux des chercheurs et mène certaines des investigations les plus décisives. Notre équipe rassemblait toutes sortes de scientifiques, des astronomes, des physiciens et des mathématiciens comme moi. La machine d'Anticythère constituait une énigme incroyablement complexe. On n'était pas du tout certain de réussir à la déchiffrer. Voilà. Alors ça, c'est incroyable, ils ont passé la machine au rayon X et ils arrivaient à voir à l'intérieur les rouages qu'il y avait à l'intérieur. Alors, première constatation de cet extrait qui me plaît bien, c'est que le chef de l'équipe, c'est un matheux. Hein, parce qu'il ne faut pas rigoler, quand même si c'est sur l'astronomie, c'est un matheux qui gère. Alors, dans cette machine, quelques petites équations. Attention, les voilà. Mais bon, ça va. Il y en aura un ou deux après. Mais le premier truc à comprendre, pour comprendre un petit peu cette machine, c'est la question de rapport de transmission. Là, par exemple, j'ai 18 dents, et puis cette grande roue de 18 dents, elle active des petites roues de 8 dents. Donc là, on dit que le rapport de transmission est de 2,25. Si la grande roue tourne une fois, les petites tournent 2,25 fois. Alors, simplement, ce que les Grecs étaient visiblement pas abrutis, ils se sont dit pourquoi faire 18 et 8, ça fait beaucoup de dents. Donc en fait, les engrenages, ça fonctionne pareil si vous faites 9 et 4, hein, on est d'accord? Et si vous faites 3 et 2. D'accord. Ce qui explique pourquoi dans la machine, on va trouver majoritairement des engrenages qui ont des nombres premiers. Un nombre premier, c'est un nombre divisible uniquement par lui-même et par 1. Je parle sous le contrôle du mathématicien certifié. Lui. Et supérieur à 1. Et donc, ils ont trouvé beaucoup de nombres premiers ou des multiples de ces nombres premiers. Alors, la première chose premier rapport, voilà, donc nombre premier. Donc, ils ont trouvé 15, 19, 27, 53 et d'autres. On va regarder d'abord on va s'intéresser au 19 là. Pourquoi 19 ? 19 parce que si vous voulez... Alors le but de la machine était de représenter visiblement le mouvement des astres. Alors il faut se remettre dans la Grèce antique, même s'ils avaient compris beaucoup de choses, la Terre, a priori, reste au centre. Il y en a quelques-uns qui avaient eu l'intuition, hein, comme disait Aristarque, pourquoi faire tourner la torche autour de la mouche représentant la Terre et la torche le Soleil. Mais bon, dans cette machine, visiblement, on reste sur une représentation géocentrique. Alors vous avez le mouvement du Soleil, 365,25 jours, ça ils pouvaient s'en rendre compte, et puis une lunaison, 29,5 jours. Bon, c'est pas évident de faire une roue à 365,25 dents, donc on cherche le rapport le plus proche. Donc on veut un rapport de 12,38 pour cet engrenage, et donc on va aller sur 235,19, qui est le rapport avec le nombre premier, le plus petit qu'on peut avoir. 235 n'est pas premier, s'il y a des mathématiciens dans la salle, ils s'en sont peut-être rendus compte, mais voilà, on ne peut pas aller en dessous de 19, donc c'est le rapport le plus bas qu'on pouvait utiliser, c'est le rapport métonique d'un astronome qui s'appelle Méton, qui s'en était rendu compte, et 19 ans, c'est à peu près un Saros. Pour les astronomes sauront ce qu'est un Saros, je ne vais pas moi-même me lancer là-dedans. Alors, voilà, ça c'est 29,5 jours, on est d'accord, c'est d'une nouvelle lune à une autre nouvelle lune. Bien compris? Alors maintenant, on va passer à un engrenage qui les a un petit peu plus perturbés. Celui-là, ils l'ont reconnu assez vite. Mais il y a un autre chiffre. Alors voilà, oui, je voulais quand même vous montrer ça, même si Avner m'a dit tu vas faire peur à tout le monde. Mais elle est quand même incroyable, cette machine. Chaque bande que vous voyez là, c'est un engrenage vu de la tranche. En fait, c'est représenté schématiquement, mais vous avez vu le nombre d'engrenages qu'il y a. Enfin, moi, je trouve ça assez... moi, je suis assez fasciné par ça. Et alors, il y a un chiffre, c'est celui-là, le 127. Alors, il est premier. Je vous le dis, vous devez me croire. Et d'où vient ce 127? Alors, vous gardez en tête Méton, d'accord? Avec la lunaison à 29,5. Petit calcul. Comme je vous ai dit, on trouve sur les roues soit des nombres premiers, soit leurs multiples. Alors, le premier truc qu'on peut essayer, c'est de voir si on prend un multiple, qu'est-ce qu'on trouve? 254, bon, c'est presque 235 qu'on avait tout à l'heure sur le rapport de Méton, mais bon, la machine est quand même plus précise que ça, donc ça ne peut pas être ça. Alors, ils ont beaucoup bossé, là, le Anthony Freeth et les autres, pour arriver à ça. Moi, je vous donne le résultat tout de suite, mais
Si vous faites 19 fois 365,25 divisé par 27,3, vous obtenez 254. Alors, c'est quoi ce 27,3 ? Et il y a, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la liste de nombres premiers que je vous avais donné, il y a un 27 aussi. Et bien ça va vous montrer l'ingéniosité quand même des Grecs à l'époque qui avaient compris un truc astronomique dans un référentiel qui n'était pas forcément évident pour eux de le comprendre. C'est que 27,3, c'est aussi un chiffre astronomique. C'est ça, 27,3. C'est une révolution sidérale, c'est-à-dire c'est le temps que met vraiment la Lune pour faire le tour de la Terre. Et pour eux, pour les Grecs, c'était pour que la Lune passe devant la même étoile. Parce qu'évidemment, bon, nous on sait que la Terre tourne autour du Soleil, eux pensaient que le Soleil tournait autour de la Terre, mais du coup, en un mois, le Soleil il a bougé. Donc une lunaison, une nouvelle Lune, c'est plus long que le temps que met vraiment la Lune pour faire le tour de la Terre. Et moi je trouve qu'il y ait ça dans une machine denticitaire, je trouve ça, moi, vraiment fabuleux, et un beau lien voilà, entre mathématiques et astronomie, et histoire aussi, parce qu'à quoi ça pouvait bien servir ? Ça pouvait servir notamment à prédire des éclipses. Et une éclipse, alors cette machine, on pense qu'elle... Alors il y en a qui pensent qu'on est plutôt sur un héritage d'Archimède, qui était un siècle avant, d'autres pensent que c'est plutôt un héritage babylonien. En tout cas, en Babylone, quand on prévoyait une éclipse, c'était très important parce que le roi abdiquait, temporairement. Et il mettait à la place un criminel. Enfin, ce que nous on appelle un criminel, je ne suis pas historien, mais bon, visiblement quelqu'un qui avait fait des trucs pas cool. Et comme ça, c'est lui qui prenait tous les mauvais présages qui pouvaient arriver pendant l'éclipse, parce que l'éclipse était signe de mauvais présages. Et puis après, on l'assassine, une fois que l'éclipse est passée, et on remet le roi. Et ce qu'il y a de bien, c'est que du coup, c'était forcément toujours un mauvais présage, puisqu'il finissait toujours par mourir, le criminel. Voilà. Donc, un beau lien entre maths, astro et histoire. Et puis maintenant, je vais laisser Avner plonger encore un peu plus loin dans les liens qui unissent maths et astro. Alors, Quentin vous a parlé de la machine denticitaire. Il y a une chose quand même, c'est que souvent les maths ont été, poussées par les progrès technologiques. Donc là, je vais faire un saut très, très long temporel pour arriver à Gauss. On va arriver à 1801. Donc l'arrivée des télescopes. Pareil, il y a plein de gens dans la salle qui en parleraient largement mieux que nous. Donc à partir du moment où on a des télescopes, on peut commencer à observer un paquet de planètes, et on va s'intéresser non pas à celle-là qui date de 2014, mais on va s'intéresser à Cérès, qui a une planète naine de mémoire, celle qui fait qu'on ne peut pas faire des éphémérides au-delà de 50 000 ans, diraient certains. De toute manière, ça peut servir, mais ce n'est pas ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc Gauss, en 1801, va s'intéresser au calcul de l'orbite de Cérès, et il va être assez révolutionnaire à l'époque, parce que ce qu'il va faire, il va chercher la courbe qui passe le plus près des points. Alors le plus près, faut le définir, et le plus près, ce qu'on appelle au sens des moindres carrés, donc en gros la distance entre les points et la courbe. Alors, je voudrais juste quand même dire 2-3 petites choses à ce moment-là, je vais revenir dessus, mais c'est que si aujourd'hui je vous donne trois chiffres, votre premier réflexe, si vous voulez le synthétiser, c'est de faire la moyenne. À l'époque, pas du tout. Pas du tout. C'est une notion très récente, la moyenne. C'est pour ça que ça pose aussi des problèmes probablement dans l'enseignement. Mais Gauss, s'il avait ça, ce qu'il faisait, il prenait le plus haut, le plus bas, et il faisait la moyenne des deux, ce qu'on appelle le mid-range. C'est la moyenne entre les extrêmes. Et il y a plein d'autres manières. On pouvait faire plein de mesures et puis prendre la mesure qu'on voyait le plus souvent. Donc il y a eu une longue littérature sur comment on synthétisait une forme de nombre. Donc là, Gauss, ce qu'il va faire, il va chercher en gros la courbe qui passe le plus proche des points. Alors ça peut sembler simple, mais il fait ça en 1801, il a 24 ans, donc il est encore assez jeune, assez productif. Gauss a fait une quantité de choses, Hardy passe de Euler et Jacobi, mais Gauss on le retrouve à peu près partout. Et là, il va y avoir une controverse, parce qu'il va mettre longtemps avant de le publier. Il le publie, je crois, en 1809, de mémoire, je ne vais pas m'engager, mais ça fait qu'entre-temps, Laplace va dire que c'est lui qui a inventé la méthode des moindres carrés. D'accord ? Alors que Laplace, en réalité, ce qu'il va faire, c'est réutiliser des travaux de Legendre, mais ça, c'est une autre histoire. Il ne s'est pas trop mal débrouillé là-dessus.
Donc on a comment dire, ce progrès technologique qui va permettre de voir des nouvelles choses, qui va permettre de faire des nouveaux calculs et qui va permettre d'arriver à des nouvelles notions. D'accord ? Si on parle de machines et qu'on parle d'éphéméride... Ça, c'est le chouchou d'Avner, cette machine-là. C'est vrai. Elle est dans le livre plusieurs fois. Quentin, c'est anticitaire, et moi, c'est le marégraphe de Kelvin. Donc, une des raisons pour lesquelles on a travaillé là-dessus, c'est sur ces machines et sur ces mouvements de planètes, c'est aussi pour prévoir les marées. Alors, là, on pourrait faire tout un fil rouge, voire un fil noir là-dessus. Ce qui est intéressant sur cette machine, c'est que, vous voyez, donc vous avez des fils, hein, je vais revenir là-dessus. En gros, vous avez une... Vous tournez la manivelle et ça va écrire ici, à la fin, en gros, la hauteur d'eau à un endroit donné. Alors comment on fait? L'idée, ça va être ce qu'on appelle une transformée de Fourier. Donc on a une fonction qui est absolument pas périodique, hein, la marée, et on va l'approcher par des fonctions périodiques, en gros des cosinus et des sinus, hein, pour simplifier les choses. Alors si vous l'additionnez avec des fils, c'est pas très compliqué, c'est presque un atelier pour des petites classes, hein, en primaire. C'est que si vous montez ou vous descendez les fils, bah, vous allez additionner de 2H ou de moins 2H suivant que vous montez ou vous descendez. D'accord ? En gros, la longueur du fil va vous permettre d'additionner la quantité que vous avez ici et la quantité que vous avez là. D'accord ? Et pour avoir un cosinus, c'est là que Kelvin est très malin, c'est qu'il va décentrer la roue, et donc ce qu'on va avoir, c'est l'angle entre le centre et la roue. Je ne vais pas détailler plus loin, mais c'est extrêmement malin. Donc Kelvin, son nom c'est William Thomson, hein, et quand il est anobli, donc on a parlé de Lynn Billard tout à l'heure, je pourrais signaler que la personne avec qui elle a travaillé, Cox, a aussi été anobli pour ses travaux en maths. Donc en Angleterre, on peut être anobli pour des travaux en maths. En France, c'est plus compliqué, déjà parce qu'il n'y a plus beaucoup de nobles, mais il vaut mieux viser la médaille Fields que la reconnaissance sociétale. Donc tout ça pour dire que là, ce qu'on a, chaque roue va représenter une caractéristique astronomique, que ce soit des mouvements de lune, des mouvements de soleil, etc. Donc ce qui est aussi très joli, c'est qu'on a une décomposition de fonctions qui s'explique. Et si je passais un peu plus de temps, je vous montrerai que la lune a l'effet principal sur les marées. D'accord ? Alors Kelvin fait ça dans les années, je crois que celui-là il est de 1880, il n'est pas de 1880, donc on fait ça sur un endroit précis. Hein. Les marées, si on veut faire tout le cycle, il faut noter les marées pendant, je crois que c'est 13 ans de mémoire, j'hésite entre 13 et 19. Et en France, quand on a voulu trouver le zéro des cartes, donc on a voulu, calculer les marées, donc logiquement, si vous voulez calculer les marées en France, où est-ce que vous mettez un marégraphe? À Marseille. Hein, le premier marégraphe français, il est mis à Marseille. Donc, voilà. Il y est toujours, il est visitable, hein, au passage, je le signale. Donc, il y a un clou, si vous y allez, qui représente le zéro calculé à partir de 13 ans de mesure. Donc, 13 ans de mesure, c'est bien, mais ça vous permet d'avoir un point. Et il y a beaucoup d'endroits où on aimerait avoir la marée plus rapidement, que ce soit pour faire, par exemple, des usines, que ce soit faire des choses. Et ça, cette technique-là de Kelvin, ce marégraphe, donc son petit camarade, il a été utilisé jusque dans les années 70. Alors jusqu'en 1970, on utilise ce genre d'appareil pour faire de la météo. Alors, vous dites, bon, pour faire des marées, excusez-moi. Donc pour faire des marées, c'est bien, vous dites, bon, c'est sympa, si je vais à la pêche au moule, j'aimerais savoir à quelle heure j'y vais, ou si je vais plonger, je voudrais savoir à quelle heure j'y vais. Mais ça a quand même des choses beaucoup plus importantes. Par exemple, c'est ce qui a permis de calculer la date du débarquement. D'accord ? La date du débarquement, on le calcule avec un marégraphe, et là, tout le problème, c'est qu'il va falloir interpoler entre les côtes anglaises et les côtes françaises. Parce que si vous avez déjà regardé un almanach de marée, ben vous avez les marées à Brest, en général, en France, et puis vous savez que si vous êtes au Conquet, ben c'est 30 minutes de plus et 12 cm de moins pour tel jour. D'accord ? Donc, quand on fait le débarquement, on se dit qu'il y a 3 jours où ça va pouvoir être possible, et vous voyez que si on se trompe de 20 cm pour la hauteur d'eau, ça ne va pas être la même histoire. D'accord ? Donc, tout ça pour dire que les marées, ça a une vraie importance. Alors, depuis 70, on ne débarque plus en France, hein, quand même, je vous rassure, tout moins plus comme ça, on va dire. On a toute une série de satellites météo sur lesquels je ne vais pas m'étendre très longtemps.
juste pour dire que chacun a eu ses caractéristiques et qu'on continue à faire de la prédiction de marée et à faire de la prédiction de météo. En gros, on a parlé de Laplace, hein. Pareil, les équations de Laplace, c'est ce qui va rester le plus longtemps. Donc je ne vais pas, pareil, ça serait tout à fait hors propos de commencer sur les équations de Laplace, qu'on a utilisées pendant très longtemps. L'idée va quand même être d'avoir un maillage de la Terre, et à partir de ça, de résoudre ce jeu d'équations par maillage. Alors là-dessus, il y a un vrai compromis à avoir. Soit vous voulez rapidement des résultats, soit vous voulez des résultats précis. Mais on n'arrive pas à faire les deux et on progresse quand même, surtout sur la météo. Par exemple, on sait qu'il va faire chaud aujourd'hui, demain, après-demain, pendant quelques dizaines d'années encore. Mais globalement, ce principe-là, hein, ça occupe un paquet de gens sur comment faire des maillages fins ou pas fins. Alors là, on présente des choses, je dirais, sur Terre. Je vais pour finir, parce que je pense qu'on est à peu près dans les temps. Je vois l'œil de Quentin me rappeler à l'ordre. Donc ça, c'est des images qu'on va retrouver c'est des images satellitaires qui, je crois, viennent de Cassini. Donc là, pour ceux qui ont vu le film hier, on parle de 1,5 pétaoctets de données par jour. Autant vous dire que sans traitement mathématique derrière, c'est même pas la peine d'espérer en sortir quelque chose. D'accord ? Cassini, je crois que c'est 150 000 images, c'est pareil. Donc le traitement, que ça soit les variations de couleurs, ça soit le jour où on espérera trouver des anneaux, pour reprendre sur ce qu'on a vu sur d'autres exoplanètes d'autres planètes que Saturne, il va falloir quand même attendre un petit peu. Et on peut rechercher des structures, ça c'est extrêmement classique dans de l'analyse automatique d'images, on va voir ça. On va aussi chercher à quantifier, par exemple, ça c'est du givre sur Mars, on va chercher à quantifier des éléments, et ça se fait quasiment uniquement avec des maths. Alors, on n'a pas le temps, et je ne crois pas que ce soit tout à fait le lieu de décrire les maths qu'il y a dedans, mais concrètement, c'est celle qu'on va avoir le plus souvent. Donc pour conclure, c'est ça, je vais repartir. On va vous remercier de votre attention, et puis si vous avez des questions, on est là, nous et le livre est là. Et merci à vous.